911 emergency. They're Toys R Us. Okay, what's going on? I don't know. He was shot. Toys R Us? Is he inside? Yeah. Is there anybody else there? Yeah, I have two other guys with me. Oh my God. Was he there with you? Oh my God. Okay, what's going on here? Who's there with you? I'm a staffer and we had a manager up at 4 o'clock. We were on loading truck. And Not to let somebody in. And then another guy just told me the toy store was open and that's how one of the other staffers got in. Tout le monde connaît Toys R Us, l'ancienne américaine de vente de jouets pour enfants. Malheureusement, comme beaucoup de magasins physiques à l'ère d'Amazon et des achats en ligne, les ventes étaient en baisse depuis des années, ce qui a conduit la chaîne à déposer le bilan en 2017, après 5 années consécutives sans générer de bénéfices. Mais il y a un côté positif, c'est que la marque n'est pas totalement morte. Vous pouvez toujours faire vos achats sur le site web de Toys R Us. Enfin bref, notre histoire d'aujourd'hui se déroule dans un magasin de jouets. Quelle est la dernière chose que vous pourriez vous attendre à trouver dans ce genre de magasin ? Un meurtre. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à Hambourg, dans l'état de New York. C'est une banlieue située à la sortie de Buffalo, à 16 km au sud, à seulement un pont du Canada et à moins d'1 heure de route des chutes du Niagara. Aujourd'hui, Hambourg est considéré par ses habitants comme un endroit idéal pour vivre et élever une famille, un endroit où la criminalité violente est pratiquement inexistante. Nous sommes le 29 juin 2013, très tôt le matin, avant l'aube. Les préposés au stock travaillent dans l'entrepôt du magasin Toys R Us sur McKinley Parkway, à la sortie de la ville. Isaac et Cindy sont sur place depuis 1 heure du matin pour décharger la marchandise afin de remplir les rayons pour la semaine à venir. Larry Wells, le directeur, arrive à 3h55 pour aider à décharger et à préparer le magasin pour l'ouverture. Le prochain employé à arriver est Anthony, qui se présente devant la porte d'entrée à 4h53 et sonne pour que Larry, son directeur, le laisse entrer. Le magasin n'a pas encore ouvert, donc les portes sont verrouillées et c'est le gérant qui doit laisser entrer les employés dans le magasin. Donc Larry, le responsable, laisse entrer Anthony et on se retrouve donc avec Isaac, Cindy, Anthony et Larry à l'intérieur du Toys R Us en train de travailler. Mais peu de temps après que Larry ait laissé entrer Anthony, juste après 5 heures du matin, un autre employé du magasin, Richard, arrive un peu en retard. Lui aussi sonne pour que Larry lui ouvre, tout comme Anthony l'a fait. Mais cette fois-ci, Larry ne répond pas. Richard est confus, mais puisqu'il est en retard, il se dit que Larry ne l'attendait sûrement plus et qu'il est sorti de son bureau. Alors Richard fait le tour du bâtiment pour frapper à la porte latérale, mais une fois qu'il l'atteint, il la trouve entrouverte, ce qui le surprend. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. De jour comme de nuit, il y a toujours cette porte fermée. Mais bon, il entre, il pointe et commence à travailler comme d'habitude. Et comme la plupart des magasins Toys R Us, c'est un immense magasin et un immense entrepôt, où les allées sont longues et mal éclairées. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun est occupé, et c'est donc pour cela que Richard ne trouve pas étrange de ne pas avoir encore croisé d'autres employés une fois entré dans le bâtiment. Vers 5h40, Isaac, l'un des premiers employés arrivés ce matin-là, souvenez-vous, commence à entendre un bruit répétitif qui ressemble à une alarme qui se déclenche quelque part dans le magasin, et ça commence à l'énerver. Il appelle donc son responsable via sa radio portable. « Larry, tu peux éteindre cette alarme ? Ça me rend fou. » Mais il n'a aucune réponse. Isaac recommence. Toujours rien. Il appelle alors Cindy par radio et lui demande d'aller trouver Larry pour qu'il puisse éteindre cette alarme. Environ 1 minute après, Isaac entend Cindy crier à travers l'alarme. Il court vers le bureau du directeur et voit Larry, sur sa chaise, mort ou inconscient, saignant de ce qui semble être une blessure par balle à la poitrine. Cindy se tourne pour décrocher le téléphone, mais remarque qu'il pend déjà. Il semblerait que Larry ait déjà essayé d'appeler à l'aide, mais qu'il se soit évanoui dans l'opération. Paniquée, Cindy compose rapidement le 911, tandis que le reste des employés se rassemblent autour à cause de l'agitation. Elle pleure en disant au dispatcher d'envoyer de l'aide immédiatement.
Elle pense que son directeur a été abattu et elle ne sait pas s'il est mort ou vivant. 911 emergency. They're Toys R Us. Okay, what's going on? I don't know. He was shot. Toys R Us? Is he inside? Yeah. Is there anybody else there? Yeah, I have two other guys with me. Oh my God. Was he there with you? Oh my God. Okay, what's going on here? Who's there with you? I'm a staffer, and we had a manager up at 4 o'clock. We were unloading trucks. And not to let somebody in. And then another guy just told me the toy store was open, and that's how one of the other doctors got in. Ensuite, les 4 employés, Isaac, Cindy, Anthony et Richard, sortent sur le parking au cas où le tireur, ou quoi qu'il se soit passé, serait toujours à l'intérieur du magasin. Les secours arrivent environ 5 minutes plus tard. Le premier policier sur les lieux vérifie le pouls de Larry, et même si l'homme ne réagit plus, son cœur bat toujours. Les ambulanciers l'emmènent d'urgence à l'hôpital Mercy, mais malheureusement, il est trop tard pour le sauver. Larry Wells est déclaré mort suite à une perte de sang résultant de 3 coups de couteau. Il s'avère donc qu'il n'a pas été abattu par balle comme Cindy l'a pensé au départ, mais qu'il a été poignardé. D'un côté, ça paraît plus logique, car je me dis que les employés auraient sans doute entendu le coup de feu. Larry Wells n'avait que 35 ans, et il laisse derrière lui une femme enceinte et une petite fille. Lawrence Wells, dit Larry, a rencontré sa femme Jill au collège. Ils sont sortis ensemble au lycée et ne se sont plus jamais quittés. Les amoureux sont allés ensemble à la même université, où Larry a obtenu un diplôme en éducation élémentaire, puis un master. Larry et sa femme faisaient tout ensemble, tout le temps. Ils étaient plus proches que jamais. Larry avait une passion pour le travail avec les enfants. Il a été pendant quelques années professeur particulier et professeur suppléant en école primaire. Mais les temps étaient durs et Larry a eu du mal à décrocher un poste d'enseignant permanent. Mais il voulait des enfants à lui. Il voulait acheter une maison avec sa femme et fonder une famille. Il devait donc, pour joindre les deux bouts, trouver un emploi sûr et stable. Alors il a fini par quitter l'enseignement. Les élèves à qui il a enseigné se souviennent néanmoins de lui avec tendresse. C'était un homme gentil et attentionné. En 2006, il commence à travailler pour Toys R Us et sa personnalité chaleureuse et empathique ainsi que son attitude optimiste ont fait l'unanimité auprès de tous ses collègues. Et ce qui avait commencé comme une sorte de plan B temporaire pour Larry est devenu une deuxième carrière lorsqu'il a été promu d'employé à manager. Lorsque sa femme a donné naissance à leur fille, Madison, dite Maddie, en 2009, il était plutôt bien placé, et même s'il travaillait de longues heures, arrivant souvent au travail à 4 ou 5 heures du matin, même le week-end, il passait chaque moment libre avec sa famille. En 2013, Jill est à nouveau enceinte d'une petite fille, et toute la famille est aux anges d'apprendre la nouvelle. Mais aujourd'hui, aux premières heures de cette journée du 29 juin 2013, la famille Wells est brisée à jamais. Une fillette a perdu son papa, une femme a perdu son époux et un bébé ne connaîtra jamais son père. La police est en train d'examiner la scène de crime tandis que les autres employés du magasin commencent à se présenter au travail. Ils sont choqués d'apprendre que leur directeur bien-aimé, Larry, est décédé plus tôt ce matin-là dans son bureau, dans le magasin, qui était désormais fermé par un ruban jaune de scène de crime. Bon, parlons un peu des suspects. Évidemment, les regards se tournent vers les 4 employés qui se trouvaient dans le magasin lorsque Larry a été poignardé. On dirait un peu une grande partie de Cluedo. Qui a tué le responsable du magasin ? La police les interroge immédiatement. Cindy, bien sûr, a été la première à trouver Larry, ce qui fait d'elle la principale suspecte. Richard est arrivé en retard au travail et n'avait aucune excuse pour l'expliquer. Il remarque qu'Isaac semble nerveux et évasif, et qu'Anthony agit bizarrement et refuse de coopérer ou de répondre aux questions. Bon, que fait-on dans ces cas-là ? On vérifie les caméras de vidéosurveillance. Pour cela, les enquêteurs se rendent dans le bureau de Larry. Rien ne semble sortir de l'ordinaire, il n'y a pas vraiment de désordre apparent, les tiroirs ne sont pas grands ouverts. Mais quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent que le câble d'alimentation du système de vidéosurveillance a été débranché. Curieux. Ils prélèvent ce qu'ils peuvent prélever sur ce câble et appellent le supérieur de Larry, Bernard Gruska, le vice-président régional chargé du contrôle des pertes. C'est d'ailleurs lui qui avait embauché Larry pour son poste de directeur. Alors, lorsqu'il apprend la nouvelle, il est très attristé.
Quand il arrive sur le parking du magasin, il serre les autres employés dans ses bras et les console. Bernard et les policiers commencent à visionner les vidéos des différentes caméras de surveillance du magasin, espérant que cela leur donnerait les réponses qu'ils cherchaient. Mais au contraire, cela allait rendre les choses beaucoup plus confuses. Une des vidéos montre qu'à 4h20 ce matin-là, environ 25 minutes après l'arrivée de Larry Wells au travail, un homme a utilisé une sorte d'instrument pour crocheter la serrure pendant de longues minutes pour entrer dans le magasin par la section Babies R Us. Bon, les vidéos de surveillance sont très granuleuses et de faible résolution. Il est donc difficile de distinguer les détails. Mais l'homme portait apparemment un masque, une écharpe, une casquette de baseball noire et dorée et un pantalon de survêtement. Dans ses mains se trouvait ce qui semblait être un couteau ou un autre instrument tranchant, et il semblait se faufiler dans les allées de Toys R Us comme un ninja, essayant d'esquiver les caméras de surveillance. Et puis, à 4h36, cet individu entre dans le bureau vide de Larry et ferme la porte derrière lui. 3 minutes plus tard, l'enregistrement des vidéos s'est arrêté. Il s'agissait donc manifestement d'un employé de ce magasin, car qui d'autre sait comment faire ça? On a supposé que quelque temps après, Larry Wells était entré dans son bureau avec l'homme caché à l'intérieur, et c'est à ce moment-là que l'homme l'a poignardé avec le couteau qu'il portait. Bernard déclare à la police qu'il n'a aucune idée de l'identité de la personne qui apparaît dans la vidéo. Réalisant qu'il ne s'agit probablement d'aucun des 4 autres employés du magasin, car ils les ont vus rôder dans d'autres rayons au même moment, les enquêteurs leur demandent de regarder eux aussi la vidéo pour voir s'ils reconnaissent l'homme. Ils supposent, comme nous, qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît le magasin. Quand on y pense, c'est très bizarre. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Ce n'est que lorsque Cindy est entrée dans le bureau de Larry et qu'elle a crié qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Le seul détail important que la police a pu tirer de la vidéo était que l'homme mesure entre 1m75 et 1m80 compte tenu de la hauteur des étagères devant lesquelles il marchait. Voilà, c'est léger quand même. Comment retrouver cet homme? Heureusement, un élément de preuve clé est retrouvé sur le sol du bureau. La casquette de baseball noire et dorée que portait le tueur. Il l'a apparemment fait tomber et a oublié de la récupérer. C'est une casquette du championnat des Florida Gators de 2007. Mais encore une fois, aucun des employés ne l'a reconnu ou n'a pu penser à quelqu'un qui l'avait porté. La police de Hambourg décide de faire appel à la communauté en diffusant la vidéo de surveillance et une photo de la casquette, au cas où quelqu'un pourrait reconnaître quelque chose. Ils envoient la casquette au laboratoire pour des tests ADN, ainsi que celui retrouvé sur le câble, et la vidéo aux experts du laboratoire du FBI à Quantico. Il s'agit de techniciens spécialisés dans l'amélioration et la mise à l'échelle de vidéos dans l'espoir d'en améliorer la qualité. Toys R Us, en plus d'avoir des caméras de surveillance à très faible résolution, n'avait pas de caméras à l'extérieur du bâtiment. Les enquêteurs mènent des recherches terrestres et aériennes et visionnent des heures et des heures de vidéosurveillance des entreprises voisines, mais ils ne trouvent rien qui puisse être utile à leur enquête. La police est perplexe et même le motif leur est inconnu. Comment quelqu'un peut-il être poignardé dans Toys R Us avec 4 autres employés là-bas sans que personne ne se rende compte de rien? Alors ils décident que la meilleure approche est de partir sur l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'un cambriolage raté. Larry Wells est enterré le 4 juillet et des employés comme Isaac, Cindy et Bernard sont venus lui rendre hommage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Le magasin compte des dizaines et des dizaines d'employés et la police veut interroger chacun d'entre eux, car ils veulent exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un coup monté de l'intérieur. Ils commencent donc par s'adresser aux employés, puis ils ont parlé à la famille de chaque employé, à ses voisins, à toute personne qui aurait pu avoir les connaissances ou la motivation nécessaires pour pénétrer dans le magasin. Et tout au long des premiers jours de l'enquête, le département de police de Hambourg publie des mises à jour quotidiennes sur sa page Facebook, même lorsqu'il n'y avait pas de nouvelles pistes. À la mi-juillet, ils annoncent qu'ils offrent désormais une récompense de 26 000 $ pour toute information menant au meurtrier de Larry. Mais personne ne donne aucune information.
Et alors que l'enquête traîne en longueur sans qu'aucune arrestation ne soit effectuée, Jill, la femme de Larry, craint pour sa propre vie. Elle quitte donc temporairement son domicile pour sa sécurité et celle de son enfant. Elle déclare, je cite, « Si je suis dans un magasin ou ailleurs, je regarde autour de moi et je me demande si ça pourrait être cette personne. Si cette personne n'est jamais arrêtée, je serai toujours en train de regarder et de me demander de qui il s'agit. » Et il faut bien le dire, son mari a été poignardé à mort. Et si c'était elle, la prochaine ? Pendant ce temps, le laboratoire a pu établir un profil ADN à partir des échantillons récoltés sur la scène de crime. Ce profil est téléchargé dans les bases de données nationales et locales, mais n'obtiennent aucune correspondance. La police décide donc de recueillir des échantillons d'ADN auprès de tous les employés du magasin afin de pouvoir les exclure. Et ils ont finalement réalisé qu'il y avait une personne dont l'ADN manque. Bernard Gruska, le vice-président régional de la prévention des pertes, l'homme qui a embauché Larry. Bernard a été très utile au début de l'enquête, peut-être même trop utile. Certains des détectives l'avaient ressenti, mais maintenant ils ont du mal à obtenir un autre rendez-vous en face à face avec lui pour recueillir son ADN. Il est toujours trop occupé, il tourne autour du pot, il donne vraiment le change. Mais peut-être qu'il a juste du mal à accepter ce qu'il s'est passé parce qu'il a dû prendre un congé de Toys R Us et qu'il a changé de domicile. Mais la raison pour laquelle il ne vit plus chez lui n'avait en fait rien à voir, ni avec le travail, ni avec ce qui s'était passé à Toys R Us. Et la police allait bientôt le découvrir. En fait, sa femme avait obtenu une ordonnance de protection contre lui quelques semaines seulement avant le meurtre de Larry Wells. Ce qu'il s'est passé, c'est que tard dans la nuit, vers 1h du matin, Bernard a eu une violente dispute avec sa femme qui a atteint son paroxysme lorsqu'il l'a poussée puis s'est précipité à l'étage dans la chambre principale. Et de là, sa femme a entendu un coup de feu. Elle s'est ruée à l'étage pour voir comment il allait et l'a trouvé face contre terre. Et quand elle l'a retourné, il semblait parfaitement vivant et en bonne santé et lui a dit « Je voulais juste voir si tu m'aimais toujours ». Il est inutile de dire que sa femme était furieuse. Le lendemain matin, elle a appelé la police qui a confisqué l'arme et l'a arrêtée pour possession criminelle d'une arme et harcèlement. Et vous savez, ce n'était même pas le premier incident domestique chez les Gruska. C'était en fait le 3e. Ce mariage avait été difficile. Et même Larry Wells le savait. Larry a raconté à Jill comment Bernard, son patron, avait trompé sa femme à plusieurs reprises et n'était même pas discret à ce sujet. Il emmenait carrément ses copines à Toys R Us avec lui et allait dans le bureau du directeur pour passer du temps avec elle. Et le plus triste, c'est que la femme de Bernard a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2008, 1 an après qu'il ait commencé à travailler pour Toys R Us. Les factures médicales ont poussé Bernard dans le précipice financier alors que lui et sa femme étaient déjà noyés dans un océan de dettes. Une fois diagnostiqué, la situation s'est dégradée à cause des dettes de carte de crédit, des factures d'hôpital impayées et des impôts sur plus d'une demi-douzaine de propriétés d'investissement que le couple possédait, et ils avaient aussi leurs enfants à nourrir et à entretenir. Et puis, il faut avouer que les Gruska, bien qu'ayant des problèmes d'argent, ne se refusaient pas grand-chose. Tout cela est devenu si grave qu'en 2009, Bernard a dû déclarer faillite. À ce moment-là, le total des dettes accumulées par le couple dépassait le $1 million. Bernard gagnait $90 000 par an chez Toys R Us, ce qui n'était pas rien à l'époque, ni même aujourd'hui. Et sa femme gagnait $500 par mois grâce aux ventes de marchandises de sa boutique en ligne. Mais c'était toujours bien moins que ce qu'il dépensait. Après avoir déposé le bilan, Bernard a reçu une grosse somme d'argent d'un membre de sa famille qui avait reçu une indemnité à la suite d'un procès. Et ses dettes ayant été réglées par la faillite, Bernard a utilisé cet argent pour acheter plus de choses. Lui et sa femme aimaient les bonnes choses de la vie. Ils possédaient une flotte de voitures neuves et vivaient dans une immense maison qu'ils avaient construite eux-mêmes, avec une piscine bordée de rochers, une cheminée, des lustres coûteux et un terrain de 2 hectares. Mais derrière les portes closes, on sait que leur mariage était en train de s'étioler. Et après l'incident de début juin où il a fait semblant de se suicider, il semblait que les choses empiraient. Après avoir appris tout cela, les enquêteurs sont impatients de parler à nouveau à Bernard pour récupérer son ADN, mais ils ont toujours du mal à le localiser.
Ils ont alors contacté ses proches, et l'un d'eux a pu les mettre en contact avec Bernard, qui séjournait alors chez son père. Les policiers se présentent au domicile le 14 août 2013 et lui disent qu'ils avaient vraiment besoin d'un échantillon d'ADN de lui pour pouvoir l'éliminer de la liste des suspects, comme les autres employés. Bernard accepte, ils font un prélèvement dans sa bouche et s'en vont. Il faut un peu moins de 2 mois pour obtenir les résultats. Grande nouvelle, l'ADN qu'ils ont recueilli sur Bernard correspond au profil ADN présent sur la casquette de baseball laissée par le tueur. Bernard Gruska est donc maintenant le suspect principal. Et c'était le plus improbable des suspects. Parce que pourrait bien être le mobile ici? Que s'est-il passé? Le vice-président régional du contrôle des pertes de Toys R Us tue l'un de ses propres employés? Mais pourquoi? Les enquêteurs se rendent chez lui pour le confronter aux preuves ADN, mais l'homme clame son innocence. Ce qui est absolument incroyable de voir comment ces tueurs continuent toujours à insister sur le fait qu'ils sont innocents, même lorsqu'ils savent que l'ADN rend la chose assez irréfutable. Enfin bref, Bernard dit qu'il ne comprend pas, que ce n'est pas possible, que tout ça n'est qu'un cauchemar, qu'il n'a rien fait. There's one other issue, and it's a major issue, so that you never saw the hat, you don't know who's in that video. How was your DNA on that hat? My DNA's on the hat? I have no idea. The only thing I can think of is the fact that I saw it. It makes no sense. Guys, I didn't do this, Blair. This is your opportunity. Guys, I didn't do it. I'm sorry. I don't know what you want to say. You made a mistake. Don't make another one today. Whatever, guys. Your DNA's burning. Great. I didn't do it. Not great. I know the camera. Right. I know the system. If I did this, there's no way I would have left all this evidence. Les policiers le mettent quand même en état d'arrestation et l'accusent de meurtre, au 2e degré. Ensuite, tout s'enchaîne. Ils effectuent des perquisitions au sein de son ancien domicile et de là où il vit actuellement et récupèrent entre autres ses ordinateurs. Et ce qu'ils trouvent dedans les laisse absolument bouche bée. Bernard Gruska, le responsable de la prévention des pertes, arnaquait Toys R Us depuis des années. Il faisait dans le dos de tout le monde ce qu'il était censé éviter de par son travail. En fait, il stockait des marchandises volées de Toys R Us chez lui et les vendait ensuite sur eBay, toutes neuves et scellées. Pendant des années, il a gagné des sommes colossales, carrément un revenu complémentaire à ce stade. Il était particulièrement bien placé pour arnaquer l'entreprise qu'il employait, a déclaré le procureur William O'Shaul. Et il a même continué à le faire après le meurtre, mais dans des magasins de Pennsylvanie qui avaient été la proie de cambriolage. Ils ont aussi retrouvé des cartes mémoire qui montrent que Larry avait filmé certains magasins en caméra cachée, prenant des notes en vidéo sur l'état de leur stock et sur l'emplacement de leur caméra de vidéosurveillance. Bon, je suppose qu'il a commencé à comprendre qu'il ne s'en sortirait pas. Alors, quand on lui a proposé un arrangement, il l'a accepté. Why did he not confess at the time? Well, what I can tell you is it took my client time to come to terms with what had happened. L'accord de plaidoyer exige que Bernard admette toute activité criminelle et plaide coupable d'homicide involontaire au 1er degré en échange d'une peine réduite de 25 ans. Après cela, il a ensuite admis l'étendue complète de son vol chez Toys R Us. Et le montant des pertes dont ce spécialiste de la prévention des pertes était responsable s'élevait à plus de 200 000 $. Il a admis avoir volé près d'1/4 de million de dollars de marchandises et les avoir revendues en ligne. Il a également admis avoir volé 19 000 $ en espèces dans ses magasins en Pennsylvanie. Concernant le jour du décès de Larry, Bernard raconte qu'il a essayé de faire croire qu'il n'avait pas de clé lorsqu'il est arrivé à la porte principale ce matin-là, passant quelques minutes à l'extérieur à faire semblant de forcer la serrure pour induire la police en erreur. Il admet qu'il est entré dans le magasin dans le but de voler de l'argent dans le coffre-fort qui se trouvait dans le bureau du directeur. Mais qu'il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit. Et lorsque Larry est entré dans le bureau, Bernard est sorti de derrière la porte et l'a frappé, le menaçant ensuite avec le couteau et lui disant d'ouvrir le coffre-fort. Mais Larry a refusé d'ouvrir quoi que ce soit et s'est jeté sur lui. Alors Bernard l'a poignardé. Bon, mais si ce n'était pas prévu, pourquoi amener un couteau? Pourquoi es-tu armé d'un couteau si tu veux juste voler de l'argent au coffre et que tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un?
Pourquoi arpenter le magasin avec le couteau à la main alors que tu sais qu'il y a d'autres employés dans le bâtiment? They're making it more difficult and more difficult and more difficult, particularly in stabbing cases where there's not a lot of stab wounds, to sustain a conviction for intentional murder. L'autre ironie de cette affaire, c'est qu'en plus d'être responsable de la prévention des pertes pour la chaîne de magasins, Bernard a obtenu un diplôme universitaire en sciences criminelles. Cela lui a donc permis de se familiariser avec les enquêtes criminelles et de savoir comment se comporter pour éviter les soupçons. Il a été d'une grande aide au début de l'enquête parce qu'il voulait garder un œil sur l'affaire. Pour l'avocat de Bernard, je cite, « Au moment où mon client a commis ce crime, il essayait de trouver de l'argent pour soutenir sa famille. La mort de Larry est le résultat d'une malheureuse rencontre dans un espace clos. Mon client connaissait Larry Wells. Il était son ami. Il n'avait aucune volonté de lui faire du mal. » Le juge condamne Bernard Gruska à 25 ans de prison, suivi de 5 ans de probation. Il a donc été envoyé en prison pour longtemps. Et pour Jill Wells, la veuve de Larry, la justice a été rendue. Mais bien sûr, cela ne lui ramènera pas l'amour de sa vie et ses 2 enfants grandiront quoi qu'il arrive sans leur père. Et puis, pensons également aux enfants de Bernard qui eux aussi grandiront sans leur père. Un crime touche toujours beaucoup plus de monde que ce que nous croyons au premier abord. Dans sa déclaration qu'elle a faite lors de l'audience, Jill a décrit Larry comme son meilleur ami. Ils ont grandi ensemble, ils étaient censés vieillir ensemble, voir leurs enfants grandir. Jill dit que Maddie n'aurait pas pu rêver d'un meilleur père, qu'il était incroyable, qu'il était parfait. Par la suite, Jill et Maddie ont pris l'habitude d'écrire des petits mots à Larry et de les laisser sur des bancs du parc du quartier, là où Larry emmenait souvent sa fille jouer. Quand sa 2e fille est née, elle a été nommée avec le prénom que Larry avait dit un jour qu'il aimait bien, Peyton. Peyton Larry Wells. Et c'était la très triste histoire de Larry Wells, tué pour rien. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.